Boyard, le député insoumis, répond à Cyril Hanouna sur BFM TV. C'est tout frais, ça sort du four. Merci Zlenko pour le sub, ça sort du refou. Je vous envoie aussi la chaîne Dofla Replay. N'hésitez pas à suivre la chaîne Dofla Replay. Abonnez-vous les gars. Cette chaîne commence à péter, on fait autre chose que du TPMP. Bonsoir Louis Boyard, Bonsoir. député NUPES LFI du Val-de-Marne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Christophe Barbier et Anna Cabana sont à mes côtés pour vous interviewer. C'est votre première interview depuis l'accrochage avec Cyril Hanouna il y a une semaine, il y a 8 jours même, c'était jeudi dernier. Vous portez plainte contre lui pour insulte, il porte plainte pour diffamation. Pourquoi avoir attendu une semaine pour en parler ? Pourquoi cette pause ? Parce que déjà, j'avais de nombreuses autres choses à faire. Je suis rapporteur d'une loi sur un revenu étudiant, donc j'étais sur mon travail parlementaire. Et puis aussi parce que l'objectif, c'est pas de commenter cette séquence en boucle ou d'en faire un jeu. Je veux poser un sujet politique à travers ce qui s'est passé. Je veux poser un sujet politique au sujet de la concentration des médias. Donc c'était mon travail parlementaire et le travail de recherche sur ce sujet politique qui m'a occupé cette semaine. Il déclare qu'il regrette ses propos injurieux. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais en vérité, moi, l'objectif n'est pas de mener une guerre contre Cyril Hanouna. Nous, on mène une guerre contre l'empire médiatique de Bolloré. C'est ça l'objectif. C'est pas une affaire personnelle. En revanche, pour ce qui est des insultes, il y a eu plein de débordements sur cette émission, beaucoup de débordements. Et ce sont des personnes qui se croient intouchables. Et l'objectif, c'est de montrer que les lois de l'argent ne sont pas supérieures aux lois de la République. Et que pour une fois, ils ne seront pas impunis. Et c'est pourquoi je maintiens ma plainte. Mais lui, il peut parler de la liberté d'expression. Enfin, je sais pas, je vais pas faire le procès avant qu'il ait lieu, mais il explique que c'est le contexte qui a justifié son comportement. Et en gros, selon lui, vous auriez tout préparé. Vous avez préparé un coup d'éclat, vous vous êtes servi de lui, en gros. Non. Déjà, premièrement, on insulte que la personne soit élue ou pas élue. On n'insulte pas quelqu'un en direct sur un plateau de télévision. On n'insulte pas quelqu'un tout court. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce que c'était préparé ? Vous aviez préparé de vous servir de son émission ? Absolument pas. Mais personne ne peut prévoir qu'il allait réagir comme ça. Mais en vérité, il a dit tout haut ce que beaucoup font tout bas. C'est-à-dire que vous n'aviez pas prévu de parler de Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna. L'objectif, c'était d'expliquer que... Je vous explique. L'objectif, c'était d'expliquer que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes milliardaires qui appauvrissent l'Afrique. J'ai donné l'exemple de Pouyanné, PDG de Total, qui mène un projet... Merci, voilà. Là, il explique jusqu'au bout qu'il n'avait pas fait une fixette sur Bolloré. Bolloré, Pouyanné, et après, Cyril, il l'a bloqué. Bien joué, Louis Boyard, il a analysé sa propre séquence pour venir les mains chargées d'arguments sur le plateau de BFM TV. J'aime bien, il commence bien les gars, il commence bien. Absolument climaticide et d'atteinte aux droits humains en Ouganda. J'ai aussi parlé de Bolloré, parce que Bolloré a un empire en Afrique, un empire qui écoule de business coloniaux. Donc c'est ce que vous dites, vous étiez venu pour en parler. Vous aviez prévu de faire ça là. J'avais prévu de donner des exemples, mais ce qui n'était absolument pas prévu, c'était la censure. Parce que au fond de moi, je croyais que l'on pouvait encore parler à peu près de ce que l'on voulait à la télé. Et il a montré que non. Et il a mis le doigt sur un sujet très grave. Mais Louis Boyard, 8 milliardaires possèdent 90% des médias et il y a une forme de censure et d'autocensure. Louis Boyard, vous connaissez très bien Cyril Hanouna, vous avez bossé sur son plateau, vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans s'attirer des réactions assez violentes de sa part. Donc, BFM TV, vous jouez à quoi là ? C'est quoi ces questions là ? Ils veulent le déstabiliser, on dirait. Hein. Je vous avais dit, les gars, que BFM, ils allaient avoir un angle différent sur l'affaire. Hein. De ce point de vue-là, vous pouviez avoir imaginé c'est la femme de vous Blanquer. alliez déchaîner Cyril Hanouna. Non. Parce que non, vraiment non. Non, sincèrement non. Au moment où j'ai parlé de Bolloré, parce qu'évidemment quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé de quoi étayer mon propos et j'ai vu Bolloré, il est propriétaire de la chaîne. Je me suis dit tiens, il est propriétaire. Vous ne le saviez pas avant ? Non, je savais qu'il était propriétaire de la chaîne. Oui. Et je me suis dit peut-être que ça va pas leur plaire, mais ils vont pas te censurer. Ils vont peut-être t'envoyer. Mais heureusement que je prépare mes sujets. Non, mais non, vous aviez travaillé là-bas dans cette émission. J'avais travaillé. Donc Bolloré était votre patron avant. Non, mon patron c'était H2O. Non mais parce que vous connaissiez vous le sujet du Cameroun et des 145 et puis vous saviez pas qui était Vincent Bolloré quand vous travailliez pour lui ? Remettons. Oui, déstabilisez-le. Moi je veux savoir comment il va s'en sortir. Il a 22 ans les gars. Si c'est un crack mondial, normalement il devrait s'en sortir. Parce que là la question de est-ce qu'il connaissait Bolloré quand il a signé chez H2O pardon. Ça c'est intéressant. Moi je veux savoir dans quel pied il a foutu ou dans quel pied il a mis quoi. Enfin,
Moi, je veux savoir. Et moi, je veux savoir comment il va s'en sortir grâce à son argumentation. Je veux savoir, mon gars. Un peu les choses, l'église au milieu du village, comme on dit. Je sais qui est Vincent Bolloré. Et je sais que vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias de ce pays. Ça, je le sais depuis toujours. Au moment où j'ai voulu expliquer... Donc, tant que Vincent Bolloré vous paye, ça vous pose pas de problème. Quand vous ne travaillez plus pour lui, ça devient un problème. Non, mais vous comprenez que ce soit une question. Je suis pas d'accord. Parce que à chaque fois que j'ai été là-bas, d'ailleurs, j'ai même été ici, j'ai été ici. Et à chaque fois, c'était pour tenir des lignes politiques comme je l'ai toujours fait. Moi, je suis comme d'autres. Je mène une bataille culturelle. Je mène un combat politique. Et je l'ai mené partout où c'était possible de le mener. Et je l'ai mené là-bas. Et là-bas, c'était dans un moment où il faisait une propagande absolument inouïe pour Zemmour. Et j'étais là-bas pour tenir tête, pour laisser dire que non, le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions. Tu vois, et c'est à ce moment-là où, tu vois, il y a des gens qui étaient pas d'accord avec moi. Ils disaient, ouais, Dofla, tu dis n'importe quoi et tout. C'était à ce moment-là où il y avait beaucoup de personnalités de gauche qui venaient sur le plateau de Cyril Hanouna pour créer cette contradiction sur des sujets d'extrême droite. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui est sécurité, ça parle du voile, ça parle des migrants, etc. On sait très bien que c'est des sujets qui font chauffer l'extrême droite. T'as capté, quoi. Alors, je suis étonné de voir que certaines personnes me disent « Mais vous saviez que c'était Bolloré le propriétaire de la chaîne? Vous saviez que les gens allaient être violents avec vous? Pardon, je ne le savais pas. Et si vous le saviez que ça allait avoir une réaction violente, alors je vous interpelle. Pourquoi est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un problème? Vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Ah, mais quand ils se répètent comme ça m'énerve un petit peu. On a compris, on a assimilé l'information que 90% des médias sont possédés par des milliardaires. Franchement, là, on a compris. On a compris. Je te jure que t'es bon ce soir, mais par pitié, arrête de te répéter comme un disque rayé. Ça y est, frère. Ça y est. Une forme de censure et d'autocensure généralisée qui s'opère. Pourquoi est-ce que on l'a personne ne peut enregistré. et dire que 90% des médias, vous oubliez l'audiovisuel public quand même. Je vous parle. Qui n'est pas propriété de. Oui, mais attendez, même sur l'audiovisuel public, c'est compliqué de critiquer Macron. Par ailleurs, vous vrai, écoutez certaines radios, non, vous voyez que c'est pas compliqué. Sur l'audiovisuel public, c'est compliqué. On n'est pas là de parler de l'audiovisuel public. Par ailleurs, être propriétaire, c'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on fait de l'intervention éditoriale. Tout à fait. Mais vous avez raison. Il y a des actionnaires qui laissent libre et qui ont parfois d'ailleurs des médias très différents, des médias qui ont des lignes éditoriales très différentes. Bien sûr. En fait, on a aujourd'hui déjà Bolloré est un milliardaire qui est assez particulier parce que j'utilise ces mots. Il mène une guerre civilisationnelle selon lui. Et il utilise ses chaînes télé pour faire infuser une ligne politique. En revanche, vous avez raison sur quelque chose. C'est que si jamais des gens veulent posséder des chaînes, pas de problème. Le problème, c'est qu'un milliardaire possède une chaîne à lui tout seul. C'est pourquoi le 24 novembre, la France Insoumise va proposer une loi qui permet d'empêcher la concentration des médias. Autrement dit, ce sera impossible pour un milliardaire de posséder plus de 20% d'un média. Et comme ça, vous permettez le pluralisme. Vous comprenez bien qu'on peut relier votre coup d'éclat à cette proposition de loi qui arrive la semaine prochaine, jeudi prochain très exactement. Donc, on peut imaginer que vous avez quand même réfléchi, anticipé, prémédité. Je trouve l'interrogation, la question que vous pouvez poser est légitime, mais est-ce que vous pensez sincèrement que je m'étais dit que j'allais arriver et me faire insulter comme je me suis fait insulter? Et d'ailleurs, si vous me questionnez sur la loi, moi je suis rapporteur d'une loi qui permet de donner un revenu étudiant. La loi sur la concentration des médias, c'est Clémentine Autain et Sarah Legrain qui l'a portée. Il y avait donc d'autres moyens de parler de cette loi que d'aller peut-être faire ce coup d'éclat. C'est vous qui tirez la conclusion que écoutez, je vous le redis. Raquel Garrido, justement, je sais pas si c'est votre amie. C'est ma collègue, c'est ma camarade. En tout cas, elle aussi, elle s'interroge. Olivier Truchot l'interrogeait sur Cyril Hanouna. Écoutez. Mais elle avait le cul entre deux chaises. Il s'est senti trahi parce que il n'avait pas invité Louis Boyard pour parler de ça. Il pense que Louis Boyard, en fait, a abusé de son amitié, du fait qu'il avait travaillé dans cette émission pour faire un coup politique. Est-ce que c'était un coup politique de la part de Louis Boyard? Je pense que Louis Boyard a testé quelque chose. Il a cassé un code. Donc il l'avait prévu, c'était pas spontané. Il me semble que oui, ça me paraît assez évident. Vous soutenez votre collègue dans ce qu'il a tenté? Comment dire, je trouve que c'était un exercice périlleux qui, au final, a provoqué une escalade dont il n'est pas le responsable. Il faudrait savoir, c'est la faute. Non, c'est pas la faute. Le ton avec lequel répond Cyril Hanouna n'est d'évidence pas la faute de Louis Boyard. C'est dur, hein. Je pense quand même que vous l'avez prévu, le coup. Histoire de mettre les choses à plat. Ouais. Est-ce que j'avais préparé une liste de milliardaires pour étayer mon propos? Oui. Est-ce que je m'attendais à ce que ça fasse un coup d'éclat comme ça a fait un coup d'éclat? Non. Est-ce que vous avez le droit de croire que c'est le cas? Oui. Mais si jamais c'était le cas, je vous dirai la vérité. Moi, je suis honnête en vous disant que je ne m'attendais pas à avoir cette réaction. On a Cyril Hanouna qui a réagi d'une manière qui permet de montrer un autre sujet dont on peut parler. Moi, en ce moment, je parle de 3 sujets. Du problème des milliardaires qui appauvrissent la France et l'Afrique, de ma proposition de loi pour un revenu étudiant, et du fait du coup d'éclat de Cyril Hanouna, je parle de concentration des médias. Après, si jamais vous voulez croire que c'était préparé, croyez-le, mais je vous assure que c'était pas le cas.
regarde. vous entendez Raquel Garrido vous défendre du bout des lèvres, ça vous fait quoi? Mais non, j'ai regardé toute l'interview. Elle ne m'a pas défendu du bout des lèvres. Elle a eu des propos extrêmement quand clairs. même. Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Et Raquel Il Garrido. a un peu de mauvaise foi, hein. Là, Louis, t'as un peu de mauvaise foi, hein. Raquel Garrido, elle a pas assez porté ses ovaires, hein. Elle était en mode, je ne sais pas, hein, je protège mon petit Cyril Hanouna, je protège aussi mon petit Louis Boyard, je sais pas sur quel pied danser, je sais pas. Garrido a dit des choses que je Mais partage. c'est vrai qu'une des complexités de cette affaire, c'est que vous avez été, comme elle, chroniqueur de cette émission, donc par l'entremise regarde d'une de société côté, de là. production, employé La de journaliste, l'Empire elle est Bolloré. bizarre. Est-ce qu'à l'époque, vous avez hésité en vous disant, bon, est-ce que je participe pas à un système que je dénonce? Mais à partir du À moment... l'époque, vous aviez hésité Ça, c'est vrai, à ça. partir du moment où vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias, se pose la question de où avoir une expression publique. Oui, Après, je vais d'abord. vous répondre sur votre question. Bien sûr que c'est pas des terrains qui sont faciles. Et pour moi, l'ADN de la gauche, c'est justement d'aller sur les terrains pas faciles, sur les ronds-points, sur les marchés, d'aller à la sortie des usines et aller tenir tête dans des endroits qui nous sont pas forcément favorables. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça s'appelle mener la bataille culturelle et c'est une bataille qu'a menée Raquel Garrido, que j'ai menée aussi et qu'on continue de mener à l'Assemblée nationale et ici aussi. Cyril Hanouna vous porte plainte contre vous pour diffamation. Il y a plusieurs de vos propos qui sont listés, notamment vous l'accusez de participer à la montée du racisme Tout à en fait. France et Waouh. vous dites aussi qu'il fait le jeu d'Éric Zemmour. Tout Vous à fait. maintenez ces propos. Je maintiens ces propos. Ça se base sur quoi? Mais écoutez, 52, il a favorisé l'extrême droite. Il y a des études qui le montrent. 52% du temps, l'extrême droite était présente sur ces plateaux. Combien de fois des propos racistes Vous étiez sur combien son de fois, plateau. mais combien de fois des propos racistes et islamophobes ont été tenus sans que ce soit repris? On en est aujourd'hui réduit à devoir rappeler que le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions politiques, mais des délits. Combien de fois est-ce qu'il a banalisé un Éric Zemmour et même une Marine Le Pen? Regardez le traitement de Bardella 2 jours avant. Oui, Cyril Hanouna participe à la banalisation de l'extrême droite. Et je terminerai en disant qu'il ne le fait pas innocemment. Bolloré le dit de lui-même, et d'ailleurs c'est le propriétaire de CNews. Bolloré mène une guerre idéologique avec les médias qu'il possède. Et quand Nous, Jean-Luc c'est quelque chose qu'on dénonce. Mélenchon avait été écarté d'une émission de service public qui ne voulait que quelques candidats, c'est chez Cyril Hanouna qu'il avait trouvé une tribune. Mais parce que c'est exactement ce que je vous Donc- dis, c'est que partout où on peut aller mener la Oui, bataille donc il y a du culturelle, pluralisme, il faut en fait. aller mener la bataille Il y a du culturelle. pluralisme. Mais Il y a du pluralisme, mais ça, c'est du pluralisme à géométrie variable, hein. En vrai, c'est compliqué. C'est une question très compliquée de dire est-ce que Cyril il fait monter le racisme en France par rapport à ses émissions TPMP. Parce que évidemment, les sujets traités, on parle vraiment des sujets traités, c'est des sujets qui, typiquement, c'est des sujets d'extrême droite. Quand ça parle de l'insécurité, de la religion, donc le voile, tout ce qui concerne l'islam, etc. Donc, les téléspectateurs vont regarder des sujets où ils vont se dire ah, les Arabes, il y en a trop en France. Ah, c'est pas possible, le voile, vous voyez pas qu'on n'est pas... C'est pas chez vous, on est en France, merde. Ça nourrit l'extrême droite, c'est des sujets qui nourrissent l'extrême droite. Mais, là où je suis d'accord avec Barbier, c'est qu'il y a quand même du pluralisme parce que, malgré qu'il y a des... Sur le sommaire de l'émission, malgré qu'il y a des sujets d'extrême droite, il y a quand même des invités de gauche. Et ces invités de gauche créent cette contradiction, donc ce pluralisme. Du coup, c'est compliqué. En fait, à la limite, il faudrait des sujets de gauche, genre littéralement des sujets de société qui concernent la gauche, et ensuite on invite des mecs de droite, très droite, pour qu'eux apportent la contradiction. Mais après, il y aura des mecs sur Twitter qui vont dire que ouais, Cyril, il banalise l'extrême gauche, etc., etc. Du coup, les gars, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel total. C'est le bordel total. Mais on peut pas... Là où je suis pas d'accord, parce qu'on a beaucoup suivi la présidentielle, je suis pas d'accord sur le fait que la gauche n'avait pas trop de visibilité. Les sujets, je suis d'accord que les sujets concernaient quasiment que l'extrême droite, mais on a beaucoup vu Louis Boyard, les David Guiraud, on a vu du Mélenchon, on a vu du Raquel Garrido, etc., etc. On a vu quand même pas mal de personnalités de gauche quand même. Surtout LFI. Surtout. C'est les sujets qui comptent. Ah oui, mais je suis d'accord les gars, c'est les sujets qui comptent. Mais en fait, ce qui veut dire Barbier, c'est que même si c'est des sujets d'extrême droite, il y a quand même du pluralisme. Il sous-entend qu'il y a quand même du pluralisme parce que la gauche est invitée par Cyril Hanouna. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste ça les mecs, hein. C'est juste ça. Hein. Tous les bords politiques sont invités partout sauf l'extrême droite, donc en mettant 52%, l'extrême sur son émission la banalise. Non mais les gars, je suis de votre côté. Hein. J'essaie de faire entre guillemets l'avocat du diable de Monsieur Barbier, mais désolé les gars, le pluralisme, enfin... Ils essayent de créer la contradiction en invitant quand même des personnalités de gauche. On peut pas le nier, les gars. On les a tous vus. Hein. Franchement, Louis Boyard, je l'ai connu sur TPMP, pas ailleurs. Je suis désolé, les gars. Raquel Garrido, c'est pareil. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'ai quand même le sentiment, soit il crée une fausse contradiction et du coup, je suis aveugle, soit il y a vraiment de la contradiction et dans ce cas-là, on va pas se mettre d'accord, tout simplement, quoi.
Tout simplement. Et c'est un peu manipulé parce que, voilà, je suis d'accord avec toi, Toufik, c'est un peu manipulé parce que les moments où ça parle d'extrême droite, donc les sujets d'extrême droite, et que la gauche est invitée, la gauche est lynchée. Lynchée par qui? Par tous les mecs, enfin tous les chroniqueurs, sauf Gilles Verdez qui est à peu près du même camp que les mecs de la gauche. Donc, moi, je sais pas. Moi, je ressens du pluralisme, même si la gauche se fait lyncher, je ressens quand même du pluralisme. Désolé, je suis désolé, les gars, je suis désolé. C'est quand même, ouais, je sais pas. C'est mon avis, c'est mon avis personnel, c'est mon avis personnel. Je sais pas. Donc là, on parle jamais de pouvoir d'achat. Je suis d'accord avec toi, Blog, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous sur le délire qui c'est que des sujets d'extrême droite. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je suis d'accord avec vous. Ouais, mais c'est toi qui restes scotché sur TPMP, forcément. Bah, les gars, le sujet de base, c'est TPMP, là. Là, littéralement, Louis Boyard a dit que Cyril Hanouna fait monter le racisme. Là, on est vraiment au cœur du sujet TPMP. Tu veux que j'aille où, frérot? Tu veux que je parle de France 2 alors que ça n'a rien à voir? Eh non. Il n'y a pas de pluralisme sur Touche pas à mon poste. Sur Touche pas à mon poste, regardez l'émission qu'ils ont fait pendant 2 heures avec uniquement des personnes qui étaient là en train d'appuyer Cyril Hanouna et de prier Bolloré. Pardon de vous dire que c'était ça, c'est vrai, ça. Ça, il n'y avait pas de pluralisme. Ça, c'est vrai, ça. Il y a des exemples rares. Ben voilà, vous êtes un enfant Hanouna. Vous Cyril Hanouna n'a jamais appris à faire des manifestations ou à mener des luttes sociales. Non, mais à faire de la télévision et à faire du buzz. Mais vous lui devez beaucoup, peut-être. Est-ce que ça... Vous vous dites que votre poste de député... Non, est-ce que vous vous dites que votre notoriété, peut-être le fait d'avoir été élu député, c'est en partie grâce à lui? Cyril Hanouna n'a pas voté pour moi. Si jamais j'ai gagné, vous savez, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la NUPES. C'est grâce à l'union de la gauche. Est-ce qu'il vous a si je peux ajouter autre chose. Vous comprenez on parle ici de loyauté. Moi, en tant que militant politique et en tant que député, ma seule loyauté, elle va vers les personnes qui ont voté pour moi, pour le peuple français, et vers mes idées. Et je pense qu'il faut réaffirmer que quand on est journaliste ou quand on est présentateur, la seule loyauté doit aller à la loyauté et aux faits. C'est ce qu'impose l'infonction. Justement, et il a violé cette règle. Cette loyauté aux électeurs. Sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Énormément de gens condamnent Cyril Hanouna et ses propos, mais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent Louis Boyard, il est tellement agaçant, fallait que ça lui arrive. En gros, quand on joue avec le feu, on se brûle. Est-ce que la stratégie de LFI, dont vous êtes l'un des membres les plus éminents, les plus actifs, les plus trublions, est la bonne? Parce que ça dresse une partie de l'opinion contre vous par votre attitude à l'Assemblée ou sur les médias. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Oui, mais est-ce que ça ne va pas se retourner contre vous? Est-ce que c'est pas contre-performant? Vous savez, par exemple, il y a eu, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un moment où je n'ai pas voulu serrer la main au Rassemblement National. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne les proportions que ça a pris. Mais ça a permis de redonner une idée. De dire que si jamais Jacques Chirac et Simone Veil s'étaient trouvés dans cette situation, même eux qui sont des personnalités de droite, auraient dit non, là on ne le fait pas. Et ça s'appelle mener des batailles culturelles. C'est notre rôle en tant que militant politique. La question qu'on a écrite, Hanouna fait-il monter le racisme en France? Vous maintenez vos propos. Vous avez écrit un livre avec Cyril Hanouna, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression, j'ai peur un peu d'avoir un Louis Boyard isolé de cette question-là. Genre, ça me ferait chier qu'il soit vraiment isolé de la NUPES et surtout LFI dans ce combat-là, sur la concentration des médias. Parce que même si Clémentine Autain apporte cette proposition de loi qui aura lieu le 24 novembre, j'ai peur qu'il soit isolé. J'ai l'impression que c'est le seul à avoir pris la parole par rapport à ça. On a un Mélenchon qui a fracassé Cyril Hanouna, ok, mais j'ai quand même le sentiment qu'il est seul dans cette bataille. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est seul. Il est seul. Mélenchon l'a soutenu, bien sûr. Encore eux, que le grand capitaine l'a soutenu, évidemment. Évidemment. Mais je voulais... par exemple, tu vois, David Guiraud, il avait parlé, et puis... plus grand chose. Après, évidemment, la stratégie de la NUPES, en vrai de vrai, les gars, la stratégie de la NUPES, c'est de ne pas, évidemment, faire comme... ils l'ont pas fait avec Bilongo, parce que, évidemment, la sortie raciste qu'avait fait, surtout xénophobe et raciste, xénophobie à caractère raciste d'un député RN, en fait, la stratégie, c'était pas de remplir l'espace médiatique en parlant que de cette histoire. C'est vrai que là, si la NUPES et LFI parlaient que de Cyril Hanouna à longueur de journée, ça nous aurait saoulés. Donc la stratégie, c'était pas de tout le temps en parler. Jusqu'ici, ils l'ont bien fait. Là, franchement, si après cette intervention chez BFM TV de la part de Louis Boyard, si par la suite, il commence et continue de parler encore de la concentration des médias sur le plateau télé, j'ai l'impression qu'il y aura un stade-pat de la part de LFI et je pense que ça va se retourner contre eux. Encore une fois, c'est mon avis personnel, les mecs, hein. C'est mon avis personnel. S'ils reparlent encore de cette histoire, franchement, mon cerveau, il va exploser, frère. Hein. Ah, franchement, ça va me casser les couilles. Hein. Renotez le titre. Ce que Monde dit, les Français, c'était aux Jure, Barbie, elle a travaillé avec Hanouna, je savais pas. éditions Fayard. C'est pour ça qu'il le défend. Moi, j'ai passé de très longues heures à discuter avec lui. Pour ça. Et j'ai trouvé en face de moi quelqu'un qui est profondément antiraciste. Mais profondément antiraciste. Et qui vit avec l'idée qu'en mettant face à face des gens en position extrêmement contraire, virulemment contraire, ça va les amener à
à s'engueuler, bien sûr. Il cherche le clash, évidemment, c'est le principe de ces émissions, mais à se connaître, à discuter, à se revoir peut-être. Et il est persuadé, c'est sans doute en partie utopique, que cette confrontation des contraires, c'est le début de la discussion. Et qu'en gros, mettre un raciste... Je connais bien Barbier, les gars. Je connais bien Barbier pour avoir connu ce personnage avec son écharpe rouge, qui a fait pas mal d'autres télévisions que BFM. Je le connais bien, l'éditorialiste, mais je ne savais pas qu'il avait des relations très amicales avec monsieur Cyril Hanouna, je ne savais pas. Face à un antiraciste, ça va faire progresser le raciste dans la bonne direction. Donc j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui était profondément engagé dans le combat contre le racisme et contre l'antisémitisme. Vous pourriez témoigner pour lui. Et certainement pas intéressé par le buzz et l'argent. Mais bien sûr que si. Certainement pas. Le principe de l'émission est un principe de cash et de clash, parce que c'est l'audience qui fonctionne, parce qu'on est dans un système où il faut faire de l'audience. Et ça, il n'en est pas responsable. Il est dans un système qui est... Il en est l'un des principaux acteurs, mais 52% de l'extrême droite était invité. Les sujets qu'il met à l'ordre du jour sont toujours des sujets d'extrême droite. Voilà. Je m'interroge, pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de débat sur les super profits, sur l'augmentation des salaires, sur le rétablissement de l'ISF? Pourquoi est-ce qu'on parle jamais de social? Voilà, je m'interroge. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, les gars, ou pas? Est-ce que TPMP n'a pas du tout ou très peu traité de sujets sociaux? Il y a eu beaucoup de sujets sociaux quand même. Genre tout ce qui concernait les gilets jaunes, le grand arc qu'il y a eu sur TPMP qui concernait les gilets jaunes, franchement les gars, on en a bouffé tous les jours. Hein. Le social aussi, ça concerne surtout le domaine médical. Il y avait quand même un côté social avec le consentement ou pas, avec le vaccin, ça touche le côté social un petit peu quand même. Donc, je sais pas. Vous trouvez qu'il a raison quand même? Ok, moi y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. Oui, franchement, Blog Live, je te le dis, le Covid, pour moi, avec l'invitation des anti-vax, donc qui ont perdu leur travail, qui ont été suspendus, ça a aussi un côté un peu social, tu vois. Donc, je suis désolé. Il y avait aussi l'arc de l'essence, donc il y avait la pénurie d'essence, il y avait pas mal de questions sur l'essence, donc ça touche aussi le côté social. Bah, les gars... je sais pas, j'arrive pas les gars, j'arrive pas à faire semblant de me dire qu'il y avait que des sujets d'extrême droite. On peut dire que c'est du 80-20%, mais Louis Boyard fait passer le côté social sur TPMP à 0, j'ai l'impression. À 0. Ah, je sais pas. C'est difficile. Oui, c'est pour le buzz qu'ils parlent du côté social, les mecs. Hein. C'est pour le buzz, hein. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais au final, même si c'est pour le buzz, il a ramené quand même des personnalités, par exemple des Gilets jaunes. Littéralement, Rodriguez, il était là, c'était le côté social. Les manifestations, etc., c'était le côté social. Si c'est une mascarade, je le ressens. Il n'y a pas de problème, les gars, je le ressens, cette mascarade-là. Mais, même si c'est honteux, est-ce que le sujet social a été ramené dans une chaîne de télévision? Oui. Du coup, oui. Parce qu'au final, les gars, les sujets d'extrême droite, c'est pour le buzz aussi, les mecs. Hein. Quand il y a des trucs de ouf qui parlent d'insécurité, etc., des injustices à 20h45, donc l'heure où ça fait le plus d'audience, mais c'est pour le buzz aussi que ça parle de l'extrême droite. Hein. C'est pour le buzz, les mecs. Hein. Ah non, les gars. Hein. C'est pour le buzz. Hein. Qui parle du côté social, c'est pour le buzz. Extrême droite, c'est pour le buzz aussi, les mecs. Tout est pour le buzz, au final. C'est là que j'arrive pas à vous suivre, les frérots. C'est là. On pourrait pas peut-être se demander qu'un présentateur qui fait partie du groupe où vous avez accessoirement CNews à côté, un présentateur qui a autant mis en valeur Éric Zemmour, c'est le présentateur qui a donné, il a fait monter c'est le présentateur qui a donné le plus et le plus vite la parole aux gilets jaunes. Donc c'est pas un présentateur d'extrême droite, c'est un présentateur qui est à l'affût de tout ce qui est mouvement populaire spontané et souvent virulent, des antispécistes aux gilets jaunes, et il est à l'affût de ça pour les faire monter. C'est vrai que c'est pour ça. Je suis pas d'accord, vous savez pourquoi? Parce que vous savez que... Bon, je sais pas si être d'accord avec Barbier c'est une bonne chose, mais tu vois, j'avais raison. J'avais raison, genre. Putain, il est fort, Barbier, sa mère. Sur les plateaux des Gilets jaunes, vous étiez là. Vous savez ce que c'est qu'être antiraciste? Être antiraciste, c'est ne rien laisser passer quand un propos raciste ou islamophobe est tenu. Combien de fois sur Touche pas à mon poste, des propos racistes et islamophobes ont été tenus et ont été... Voilà, on a dit, on les a laissés passer. Combien de fois? Voilà pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont fait monter l'extrême droite. Attendez, vous l'accusez, Cyril Hanouna, d'aimer trop le clash et le buzz, mais en fait, vous adorez ça aussi. D'ailleurs, vous êtes en la matière un champion aujourd'hui. Oh, je vous remercie, mais ce n'est pas mon objectif. Je crois. Non, mais écoutez, ça dépend. C'est pas un instrument que vous utilisez? Dites-nous que vous n'utilisez pas ça. Attendez, que à des moments, par exemple,
La poignée de main sur le Rassemblement national, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions comme celle-là. L'histoire avec Cyril Hanouna, je ne m'y attends pas. En revanche, à chaque fois qu'on peut mettre la lumière sur un sujet politique, alors il faut mettre la lumière sur un sujet très politique. gros buzz. Mais attendez, si c'est utile. Bah et alors, c'est pas grave. Il fait du buzz, et alors, au moins il dénonce ma gueule. Il dénonce, frère, quel est le problème, genre ce que vous appelez un buzz pour expliquer que C'est vous qui avez 89 appelé ça députés du buzz, hein. Rassemblement national qui rentrent et aujourd'hui ça paraît Il a normal. raison. Pardon de vous dire que oui, il faut mener un débat politique. Bah ouais, vous il avez m'a un coupé des dans la présentateurs fourmilière. d'une des plus grosses émissions de France qui dit je ne mords pas la main qui me nourrit. Pardon de vous dire que oui, il faut mener un débat sur la concentration des médias. Mener des débats publics, ça s'appelle mener une bataille culturelle et c'est ce que les gens attendent de nous parce qu'on arrive à avoir des débats qui ne sont jamais tenus et c'est ce que les gens attendent des députés de la France. Vous attendez quoi de cette plainte? Mais écoutez, j'attends que. Enfin, je vais éviter de commenter les décisions de justice. Il risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Honnêtement, j'ai la responsabilité de ne pas avoir à commander ces décisions de justice, donc je m'en Alors, priverai. restons alors sur l'autre thème important, et puis après on continuera à avancer. La question peut-être de la loyauté, puisque vous avez aussi été présent, été chroniqueur. Mais personne mord la main qui me le nourrit, MDR. Bah, excuse-moi, frérot, il y a des personnes qui peuvent le faire aussi, hein. Par exemple, lui, littéralement, comme il est devenu député, il a un mandat, donc il a un salaire, un très gros salaire qui lui permet de cracher sur Bolloré, qui, justement, lui a permis de se nourrir. Mais les gars, ça veut rien dire. La main qui te nourrit, ça veut rien dire. C'est toi qui travailles. C'est toi qui apporte cette valeur ajoutée à l'émission. C'est toi qui mérite ton salaire. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, l'expression, c'est vraiment une expression de droitard. Hein. Là, ne pas mordre la main qui te nourrit, c'est vraiment une folie. Hein. C'est toi qui apporte cette valeur ajoutée. Tu crois que c'est Bolloré qui apporte la valeur ajoutée à TPMP? Mais vous êtes fous, quoi. C'est toi. Voilà, exactement, Marine. C'est toi qui décides d'être là dans l'émission pour apporter ta valeur ajoutée, ton expertise. C'est toi qui te nourris avec tes propres moyens. Mais c'est un malade. C'est une folie, quand même, de dire des phrases comme ça. C'est vraiment une expression de droitard, les gars, je vous dis la vérité. Genre. Dans les grandes gueules, dans les GG. Écoutez cet extrait de leur émission. Une expression esclavagiste, exactement. Louis Boyard, il se trouve qu'on le connaît très bien, puisque Louis a Oh, été une grande les grandes gueule. gueules. Et on a quand même pu mesurer que Louis n'était pas l'homme le plus loyal du monde, puisqu'on Oh va raconter les choses. Hein, il devait faire la saison passée, hein, c'était donc l'année dernière. On avait mis son nom dans le dossier de presse en septembre, comme on fait. Voilà. Et puis le jour de la conférence de presse où on annonçait les nouvelles grandes gueules, il nous appelle en disant je vais chez Hanouna, je vous plante les gars. Donc c'est vrai que en termes de loyauté, c'est pas quand même le mieux placé. Bon, il vient sur le plateau de C8. Il veut critiquer Bolloré. Il ne l'a pas fait lorsqu'il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. Donc là, il y a effectivement une façon de cracher dans la soupe. Aïe, réponds-lui, Louis. Est-ce que les gars, vous pensez que là, Louis Boyard, il va réussir à se défendre? Oh putain, j'ai peur, les mecs. Qui est quand même pas terrible. Oh putain. Et ça n'excuse pas les insultes non plus. Mais c'est l'émission normalement d'Alain Marchal et d'Olivier Truchon. J'aurais bien aimé que vous ayez un dialogue. C'est une façon d'essayer de le faire. J'ai deux choses à dire. Déjà, premièrement, c'est pas effectivement comme ça que ça s'est passé. C'était des négociations qui ont duré 1 semaine. Après, deuxièmement, moi, mon objectif, c'est d'aller faire de la politique auprès des jeunes. Touche pas à mon poste, c'était un très bon endroit pour le faire. Troisièmement, on devait parler de précarité étudiante. C'était pour ça que j'étais venu. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire un sujet de copinage entre un journaliste qu'on connaît qui aurait dit ça à tel sujet. C'est pas ça qui intéresse les Français. Les Français, ils s'en fichent de nos petites vies, ils s'en fichent de nos petites personnalités. Ce qui les intéresse, c'est les combats politiques et les idées qu'on est capable de proposer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous répondre sur le sujet. Oh, le tout, Anna et incroyable. Moi, je m'interroge pourquoi les jeunes regardent Cyril Hanouna et pourquoi ils ne regardaient pas le média, l'émission inventée par la France Insoumise. Mais vous avez, il faut que vous réfléchissiez. Mais parce qu'ils utilisent d'autres supports. Par exemple, sur Instagram, vous savez, on dit la jeunesse est dépolitisée. La jeunesse n'a jamais été aussi politisée. Elle est connectée via Instagram, elle est connectée via TikTok. Et là-bas, on fait aussi de la politique. On porte des idées, on essaie. Vas-y là, pourquoi il dit pas Twitch? Pourquoi il parle pas de Twitch là? Et moi, les gars, je suis là aussi. Je lève le doigt. Allô, ajoutez-moi par pitié. De convaincre. Et les jeunes sont très intéressés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils votent pour la NUPES en premier. Non, pour le RN aussi beaucoup. Oui, mais le premier vote, c'est la NUPES. Et de loin, et de très très loin. J'ajoute une info, l'ARCOM a mis en demeure C8 pour les propos tenus par Cyril Hanouna dans l'affaire Lola. Il demandait notamment une justice expéditive. Ça fait beaucoup d'incidents mis bout à bout. Oui, c'était pas le premier. Alors, est-ce que l'ARCOM, dans les décisions que cette instance aura à prendre pour cette affaire, c'est un avertissement,
va mise en demeure. considérer qu'il y a une récidive. Hum. Parce que ça aussi, ça compte dans le jugement qui est porté sur les chaînes. Il peut y avoir des sanctions sur le chiffre d'affaires publicitaire, sur l'écran noir. Donc l'ARCOM a cet arsenal-là entre ses mains. Et vous l'avez eu, vous, depuis Non, je l'ai pas eu depuis. Non, mais vous pensez qu'il regrette? C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Oh bah, Il regrette l'insulte. qui regrette les propos, il l'a dit, je pense qu'il est sincère parce que c'est un homme irruptif aussi et donc parfois il revient sur ses propos. Après, je pense qu'il a une vision de la construction d'un projet d'émission qui est incompatible avec ce que les élus de la France Insoumise veulent faire du porte-avions audiovisuel qui est le leur. Et j'aimerais juste terminer sur quelque chose. J'avais demandé à Cyril Hanouna, qui dit qu'on peut tout dire sur son émission, est-ce qu'il est prêt à organiser un débat sur les agissements de Bolloré en Afrique? Je n'ai toujours pas eu de réponse, donc je relance ma proposition. Encore un point, ça occupe l'actualité, c'est important. Plus de la moitié des rescapés de l'Océan Viking, soit 123 migrants, se sont vus, alors on dit remis en liberté parce qu'en fait la justice s'est dessaisie, c'était impossible de traiter tous ces dossiers. On a raconté tout à l'heure cette journée chaotique. Ils sont donc libres de partir. Le Rassemblement national dit que c'est l'affaire Leonarda d'Emmanuel Macron. Quel commentaire en fait? Mais Leonarda à l'ancienne. Leonarda, c'était sous François Hollande, je crois, ça. Oh, à l'ancienne, je me demande, elle devient quoi, la meuf? Vous avez la rêve de Leonarda, les mecs, ou pas? Oh, comment ça me vieillit! Comment ça me vieillit! Oh là là! Leonarda, vous avez pas connu Leonarda? En fait, c'était une meuf qui a été débarquée par la police parce qu'elle avait pas de papier. Elle avait pas de papier. L'affaire Leonarda. Ah ouais! Ouah, l'époque de nos grands frères. Ah, franchement, les gars, comment ça nous vieillit pas tout ça? Nous vieillit, pardon. Ça a posé beaucoup de questions sur le droit d'asile, etc. Manuel Valls a beaucoup été critiqué par rapport à ça, mais surtout François Hollande, hein, parce qu'il avait fait des trucs de droite alors que c'était un gouvernement de gauche. Folie quand même, hein. Et c'est là où tu as commencé à comprendre que le PS c'est peut-être une vaste blague. Oh là là, les Taubira, tout ça là. je commande pas. C'est un flashback, hein. Parce qu'il C'est ne un maîtrise pas flashback, les sujets. ouais. En Par tout cas, contre, ce que je vous ce qui dis, s'est passé ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il après, y a une crise de l'accueil. que ces Ça, c'est migrants clair. ont été sauvés. Non, mais c'est la preuve. Aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens d'accueillir On des n'est pas gens. équipé. Et j'ai quelque chose à vous dire, mais la Banque mondiale explique que 150 millions de personnes n'auront plus d'eau ou plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Il va falloir un moment qu'on se prépare à être en capacité d'accueillir des gens. Et je redis qu'on dit ces gens ne veulent pas faire partie de la France. Mais vous avez des mineurs qui ne demandent qu'à aller à l'école. On leur dit prouvez d'abord que vous êtes mineur. 2 à 3 ans de procédure en justice. À la fin, ils sont majeurs, ils peuvent pas aller à l'école. On dit à ces gens vous devez travailler. On leur interdit de travailler. Et on leur dit si vous voulez les papiers, alors vous devez avoir 30 fiches de paye en 5 ans. Mais on leur interdit de travailler. On a une crise de l'accueil parce que la loi est mal faite et parce qu'elle ne se donne pas les moyens. Et c'est ça qui crée les problèmes. La France va donner des titres de séjour à des immigrés en conditions irrégulières mais qui travaillent. Ça va dans le bon sens. Mais je vais vous donner l'exemple des chronopostes, qui est un sujet que je suis beaucoup, où vous avez des personnes qui étaient en situation irrégulière, que Chronopost a exploité, a sous-payé, a fait travailler la nuit, et aujourd'hui Chronopost ne veut pas reconnaître qu'ils ont travaillé pour eux, et du coup ils n'auront pas les papiers pour ça. La préfecture, l'État, tout le monde est au courant, mais personne ne veut les régulariser. Mais non, les Aujourd'hui, il va bâtards. falloir avoir une politique d'accueil, parce que c'est la seule solution qu'on a pour être capable de faire le vivre ensemble. Mais il y a une autre solution, c'est de les aider à rester. Tu vois, l'esclavagisme moderne, les gars. L'esclavagisme moderne, encore une fois. Hein. Encore une fois. Ah, les bâtards Chronopost. Chez eux, en surmontant ces difficultés d'approvisionnement en eau, en nourriture. Ça s'appelle le développement. Oui, mais aller dire à quelqu'un qui ne peut plus boire, qui ne peut plus manger, de rester chez lui, aller expliquer à une femme en Afghanistan où vous avez un régime de talibans qui est qui est atroce, aller expliquer à ces gens de retourner chez eux. En vérité, si des gens tentent un tel péril et en sont à un tel niveau de détresse, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut regarder droit dans les yeux. Et combien on peut en accueillir en France compte tenu de notre situation économique et sociale? C'est pour ça qu'il faut pas. Il faut pas 1 million, 2 millions, 10 millions. C'est pour ça que c'est pas une politique qu'il faut regarder uniquement à l'échelle de la France. C'est une politique qu'il faut regarder à l'échelle de l'Union européenne. Et quoi qu'il arrive, de fait, avec le réchauffement climatique, c'est un problème qu'on va être confronté. Qui va encore arriver. Bah c'est oui, pour ça que nous on appelle à planifier et on dit crise de l'accueil parce que c'est bien là qu'il est le problème. Il faut changer les lois, il faut donner les moyens à ces personnes de pouvoir faire France avec nous. C'est tout ce que l'on souhaite et on a plein de propositions sur le sujet. Et l'autre appel que vous lanciez, hein, c'était contre la précarité étudiante. Tout à Il y a fait. plusieurs vidéos d'étudiants qui appellent à l'aide Tout à fait. pour réformer le système des bourses notamment. J'aimerais poser une question, mais Genre combien Marine, d'étudiants merci pour le vivent avec sub. moins de 1102 € en France?
1102 euros, c'est le seuil de pauvreté. En vérité, la quasi-totalité des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté parce que le système fait qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. J'essaie d'expliquer à la République. C'est vous les gars. Putain, c'est vous les mecs. Force les gars. Force à vous les étudiants de mon chat. Force à vous les gars. On n'est pas ensemble. Hein. En marche, essayez de C'est faire triste, quelque hein. chose. Ils disent C'est on a triste, augmenté c'est les bourses de triste, 4%. L'inflation, il y a 6,5%. En fait, ces gens ne sont pas capables de se rendre compte qu'il y a des milliers d'étudiants qui crèvent la dalle. J'essaie de leur faire entendre qu'il va un moment falloir agir et ils s'en foutent. Ah Si oui. demain Cyril Hanouna vous invite pour en parler, vous y allez ou pas? Mais on a des plaintes l'un contre l'autre, donc ce serait peu Et crédible. vous dites à vos Arrête, collègues d'arrêter d'y aller? Moi, ce que je dis sur le sujet, c'est que quand on est de gauche, quand on a cet ADN-là, on va dans les endroits pas faciles, l'usine, le rond-point, le marché, et que si jamais il faut aller mener la bataille culturelle, eh ben, allez la mener partout, collègues. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va continuer à y aller et à dire aux Insoumis d'y aller, Mais ça vous blesse pas? Pour vous faire une petite démonstration, mais je le redis, 8 milliardaires possèdent 90% des médias. Pour moi, ces espaces d'expression démocratique, ils sont censés appartenir au peuple. Parce que des milliardaires nous ont volé cet espace d'expression démocratique, on devrait se coucher, on devrait ne plus y aller, on devrait les laisser l'extrême droite tenir des propos racistes et islamophobes toute seule. Donc, non, il on faut y mène la aller. bataille culturelle et on tient tête. Et quel argent viendra remplacer l'argent des milliardaires pour payer les gens qui font les médias? Il faut demander des impôts. Il faut que si le peuple doit posséder les médias, Non, faut nous payer dans des notre impôts. proposition de loi, ce qu'on propose, c'est que vous avez des milliardaires qui possèdent 100% d'un média. Nous, on veut qu'ils ne puissent pas en posséder plus de 20%. Et les 80 c'est autres ça qui pourcents. permet. Mais dans ce cas, vous avez d'autres gens qui viennent, qui D'autres investissent, actionnaires, d'autres et c'est ça qui entreprises. permet D'autres du pluralisme. milliardaires. Et c'est ça qui empêche d'autres milliardaires. Mais si vous aussi vous voulez acheter des actions, allez-y. Mais attends, mais c'est quoi cette loi? Attendez, mais moi les gars, ça va m'intéresser. Je vais lire attentivement cette proposition de loi. Parce que si par exemple Bolloré possède 100% de C8, pas d'un média, juste d'un média, et qui passe à 20%. Mais du coup, pour compléter le 100%, il faut qu'il y ait d'autres milliardaires qui rentrent dans le capital, quoi. Genre, je sais pas, c'est... Il faut que je lise attentivement la loi, quand même. Mais Le est-ce que je- milliardaire, Louis Boyard est Et là, ça. malheureusement, Ah ouais. et d'ailleurs, je pense que les La milliardaires femme de ne devraient Blanquer, pas elle le exister. Mais en tout cas, carrément. Carrément. écoutez, vous Salut, avez, le le pays. pays n'a jamais été aussi riche et les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées. Merci. Comment est-ce qu'on peut avoir des personnes qui accumulent de telles sommes d'argent quand vous avez des gamins qui crèvent de froid dans les écoles et des étudiants qui font la queue à la Merci. banque alimentaire? Merci beaucoup à tous les trois. Tout de suite, nous allons en Pou pou pou! Bien joué, mon gars! Oh putain, il est bon, ce Louis Boyard. Il est bon. J'aime bien.